normale de force en compétition dans le cadre d'un régime représentatif, et bien entendu que cette division droite-gauche s'inscrit à l'intérieur d'une unité supérieure, que chacune d'ailleurs prétend exprimer. On peut reprendre la typologie que vous avez esquissée en se demandant, d'une autre sous un autre angle, comment chacune à leur façon, la droite et la gauche, prétendent exprimer une unité collective à laquelle elles cherchent à donner une forme spécifique. La division amis-ennemis peut être apportée dans le champ politique, c'est la situation de guerre civile, mais dans l'ordre là, ce n'est plus la droite et la gauche, d'ailleurs, ça n'a aucune pertinence. Dans une situation de guerre civile, c'est d'autre chose qu'il s'agit, c'est de forces sociales qui s'affrontent sous le signe de la force brute. C'est autre chose que des identités bien définies dans le champ politique. Amis et ennemis relève proprement de ce donné de fait qui est l'existence d'une pluralité de communautés politiques qui coexistent dans des relations ou pacifiques ou belliqueuses. Et c'est vrai que l'une des grandes difficultés des démocraties, là nous revenons à notre contexte d'aujourd'hui, c'est de combiner ces deux dimensions. Nous le voyons, que se passe-t-il dans la situation que nous vivons? L'opposition droite-gauche, qui en France est traditionnellement vigoureuse, en dépit de toutes les applications qu'elle a connues dans la période récente, est mise entre parenthèses au profit de l'union sacrée. Il y a une tradition de l'union nationale plus modérément. Face à un péril extérieur, la réaffirmation de l'unité l'emporte sur l'expression de la division. Mais il est vrai que pour chacun des partenaires de la division, la droite et la gauche, en fait, pour des raisons très différentes, l'articulation de cet espace intérieur de la démocratie et du régime représentatif et de la réalité extérieure qui est la coexistence avec un monde qui ignore éventuellement complètement nos règles, est une grande question. On peut, à droite, c'est clair, la guerre est perturbatrice de l'économie. Il y a un pacifisme libéral très profond qui est au XIXe siècle, d'ailleurs, n'est pas admirable. Et puis il y a un pacifisme de la gauche qui s'enracine dans sa vision, son projet d'un ordre international pacifié, l'internationalisme. Pour un camp et pour l'autre, il est difficile d'affronter cette réalité qu'est la compétition, la concurrence, au niveau minimal, a fortiori la confrontation armée avec un ennemi qui, en effet, est celui qui vous déclare tel. Je crois qu'il y a là un noyau de vérité considérable et difficile à digérer pour les démocraties. Ce qui est le plus difficile pour les démocraties, et nous voyons bien que plus leur mouvement s'affirme, plus la difficulté grandit. La difficulté, c'est de penser qu'elles ont des ennemis. Nous, spontanément d'ailleurs, quelle est la réaction face à des événements comme ceux que nous venons de vivre? C'est des fous, c'est des malades. C'est des gens, autrement dit, qui ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce le cas? Ça, c'est le vrai débat. Il y a lieu de penser qu'ils savent un peu plus ce qu'ils font que ce que notre réflexe spontané nous porte à penser. Mais c'est une autre question. Si nous revenons à la spécificité de cette discussion de la gauche, quelques observations s'igagent d'ailleurs de ce que vous avez dit, parce que nous sommes confrontés à une démarche de typologie à laquelle il s'agit ensuite de donner un contenu éventuellement philosophique. C'est pour ça que
Donc là, si c'est qu'un débat politique, Sarkozy et Hollande font parfaitement l'affaire, on n'a pas besoin de nous. On ne nous demande pas notre avis dans ces cas-là. Une remarque préalable sur le fait que cette étiquette de gauche est devenue le signifiant majeur à gauche, ce qu'elle n'était pas. Je vois parmi vous des gens qui ont mon âge, ma génération, des expériences en commun. C'était une étiquette profondément récusée par des forces politiques qui aujourd'hui se réclament vivement à la gauche, mais pour lesquelles tout ça relevait d'une politique bourgeoise dont il s'agissait précisément de s'émanciper. La gauche était une catégorie trompeuse à laquelle il fallait substituer des notions substantielles. Il y en avait deux dans le camp de la gauche, c'était socialisme, communisme. Là, on était vraiment dans du solide, alors que bourgeois, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont de droite qui en fait se positionnent à gauche pour des raisons tactiques et l'inverse. Donc, écartons ces hypothèses. Mais on peut dire qu'il y avait à droite des gens pour le penser, et en particulier des vrais conservateurs. Je ne dis pas des réactionnaires, ça c'est une autre catégorie qu'il faut, je crois, il y a une précaution en dépit des abus dont elle fait l'objet. Des conservateurs vrais, justement, la défense de l'ordre établi, du principe d'autorité, voilà du solide, la droite, ça veut dire quoi? Et surtout aux yeux de ces conservateurs, ça voulait dire une chose dont ils avaient horreur, c'est le libéralisme. Ennemi qu'ils avaient en commun avec le socialisme et le communisme. Donc, vous voyez tout de suite la complexité. Chose remarquable, ces débats-là se sont complètement estompés, à droite et à gauche. Du moins, ils sont devenus une affaire académique. C'est dans le cadre de l'université, des sciences politiques ou de la philosophie politique qu'on débat encore de ce que peut vouloir dire conservatisme, même libéralisme, a fortiori socialisme ou communisme. La montée du souci de définition et d'appropriation de la gauche est fonction de l'affaiblissement du contenu substantiel de ce que recouvrait socialisme ou communisme. Et on peut dire la même chose à droite. D'une autre manière, ce n'est pas notre sujet principal, je le laisse de côté, mais je le signale quand même au passage. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, donc, d'une bataille pour l'appropriation du signifiant gauche, qui se joue, qui est le fait essentiellement, il faut le dire, de l'extrême gauche. La vraie gauche, la gauche de gauche. Voilà. Cette expression merveilleuse, il y aurait donc une gauche qui n'est pas de gauche. C'est intéressant. Pourquoi ne l'est-elle pas? Voilà une question intéressante. En fait, cette bataille d'appropriation menée par l'extrême gauche pour dire nous sommes la gauche, et nous avons pu lire dans les gazettes des propos assez étonnants de gens qui doivent représenter à peu près 1% de l'électorat par grand vent arrière, qui néanmoins, virilement, affirment la gauche, c'est ça, c'est-à-dire que c'est nous. Bon. C'est très intéressant, mais en même temps, quel est le contenu? Le contenu est dans le positionnement. Il est dans le mot fatal qu'il faut bien prononcer, la radicalité. La gauche, c'est la radicalité. Alors, est-ce encore la radicalité telle qu'on l'a connue historiquement jusqu'à une date assez récente, la radicalité révolutionnaire? Non, pas même, ce mot est prononcé avec les plus grandes réserves, disons-le franchement, même les adeptes très convaincus de la chose il n'y a pas longtemps le déclarent sans embâche, c'est ringard. La révolution, ça ne la fait pas. Mais la radicalité subsiste. Mais qu'est-ce qu'une radicalité sans révolution? Je crois qu'on est là exactement dans le mouvement le plus significatif
d'une réaffirmation sur fond d'évidement du contenu. Plus de révolution, réforme, il n'y a plus beaucoup de monde pour le revendiquer. Socialisme, c'est quoi? Communisme, n'en parlons pas, c'est le goulag, l'équation bien installée dans le paysage, quelle que soit sa pertinence. Il y a des efforts, comme vous le savez, pour sauver l'idée communiste de ce qu'elle a été dans son incarnation historique au XXe siècle. Mais ces efforts sont, il faut le dire, limités dans leur audience. Donc, je crois que nous arrivons là au cœur de notre sujet. Le déclin de la gauche, c'est le déclin du contenu substantiel de ce que cette notion pouvait recouvrir. Ce qu'elle recouvrait en pratique, c'était des coalitions électorales. Des coalitions électorales de réformistes et de révolutionnaires radicaux, de socialistes modérés, de socialistes se voulant conséquents mais démocrates, et de communistes pour lesquels, de communistes d'obédience très variés, pour lesquels précisément le dépassement politique du régime démocratique était un élément clé du programme que devait se proposer une gauche, si le mot valait quelque chose, de conséquente. La question que nous devons nous poser quand nous affrontons ce problème du déclin de la gauche et de sa renaissance, ce sont les raisons de l'évidement du contenu de ce qu'ont pu vouloir dire socialisme et communisme, qui sont des étiquettes qui demeurent dans l'espace politique parce qu'il a une forte inertie, mais dont le débat est ouvert un peu partout en Europe de savoir s'il ne faut pas purement et simplement les abandonner. Notre Premier ministre actuel s'est prononcé avec éclat, il n'y a pas si longtemps, sur l'idée que le Parti socialiste devait changer de nom pour abandonner ce terme de socialisme qui évoquait un passé désormais obsolète. Idéalement, si on avait le temps, il faudrait examiner le problème à droite, parce que la réciproque est très intéressante à considérer. Je le laisse de côté, tout en signalant qu'il se pose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que socialisme et communisme perdent cette espèce de plausibilité qui donnait un contenu à la gauche dans lequel il n'est pas besoin de poser de questions? Il y avait une crédibilité naturelle de l'idée de socialisation des moyens de production, voire d'appropriation et de gestion collective des moyens de production. C'est là que ça s'est passé. Et ce qui s'est passé là a autant en fait affecté la droite. Nous avons subi une manière de révolution, mais une révolution que personne n'avait voulu, qui s'est imposée à nous, qui a eu lieu de manière irrésistible à l'insu de tous les acteurs. En un sens, elle vérifie ce que le vieux Kautsky avait dit dans le débat fameux: on ne fait pas des révolutions, il objectait aux gauchistes de la social-démocratie allemande de l'époque, les révolutions se font. Eh bien oui, il y en a une qui s'est faite. Et elle nous a laissé dans un champ de ruines du point de vue des identités politiques, parce que elle s'est faite en douceur, sans rupture violente, sans même de marque absolument indiscutable de la rupture, on en débat encore. Et en quoi consiste cette rupture? C'est là que ce qu'on appelle la gauche n'a rien à dire. Parce que cette rupture historique, qu'on peut en gros identifier à la révolution libérale qui s'est jouée fin des années 70, début des années 80, c'est un basculement qui s'est fait encore une fois de manière insensible. Ça n'a pas été éclatant, même s'il y a eu des inflexions spectaculaires ici ou là en matière de politique monétaire, etc. Mais ça n'apparaissait somme toute que comme des éléments épars dans un paysage. De cette révolution, là, ce qu'on appelle conventionnellement la gauche, disons les gauches, réformistes, révolutionnaires, radicales, n'ont rien à dire.
de véritablement convaincant. Et c'est là l'occasion de se dire, de revenir en arrière sur ce qu'a voulu dire historiquement l'idée de gauche, qui à mon avis conserve toute sa pertinence. Il s'agit simplement de lui redonner un nouveau contenu. L'explication de cette rupture libérale, c'est la revanche du capital sur le travail, c'est la dynamique du capitalisme qui échappe au cadre dans lequel on avait réussi à la concentrer tant bien que mal en permettant l'émergence d'états sociaux et d'états de redistribution. Oui, mais pourquoi? Comment s'est effectué ce processus, en fonction de quelle dynamique, puisqu'il a échappé à tous les théoriciens, d'ailleurs, sur l'instant, qui n'y ont rien compris. La vérité est que la gauche, dans l'ensemble de ses composantes, n'a plus de récit historique explicatif de ce qui nous arrive. Et par conséquent, elle demeure une force politique qui n'a aucune raison de disparaître. Mais elle n'a plus le pouvoir d'entraînement et de conviction. Rétrospectivement, ça nous oblige à mesurer ce qu'a été véritablement la gauche. Et c'est à cet ordre-là que nous devons juger de son destin futur. On a beaucoup dit, la gauche, c'est la justice, l'égalité. Les deux signifiant être, la droite étant plutôt la liberté, la responsabilité individuelle. C'est tout à fait, ça recoupe en gros les choses que nous pouvons aisément vérifier. Mais derrière tout cela, il y avait bien autre chose. Il y avait le projet d'une société qui, à la différence des sociétés du passé, était capable de s'expliquer elle-même, de se donner une compréhension de ses rouages, de son fonctionnement, du chemin qui a conduit jusqu'à elle, le marxisme ayant fourni très longtemps une sorte de vérification empirique. On pouvait y adhérer de très loin, mais en gros, l'idée générale de la gauche, même la plus modérée, était que nous disposions, en gros, du récit explicatif qui rendait compte de la genèse, de la démocratie, du capitalisme, de ce qu'était l'organisation globale du mécanisme économique de nos sociétés, qu'on pouvait se reposer tranquillement là-dessus. C'est ce cadre explicatif qui s'est affaissé et qui nous découvre que nous sommes dans un monde cruel par rapport à ce qui demeure le vrai sens de l'idée de gauche en dernière instance. Sur la base d'une explication rationnelle du fonctionnement de nos sociétés, nous pouvons organiser une vraie démocratie. C'est-à-dire pas simplement un régime où les gens votent et sont libres dans leur existence personnelle, mais un régime qui se propose pour but un gouvernement raisonné de la vie collective et une maîtrise par les hommes de la société qu'ils font, de telle sorte que, par exemple, le projet de justice est possible, puisque nous avons la maîtrise des rouages qui permettent de l'établir, autrement de quoi nous n'aurons jamais que des mesures compensatoires qui peuvent remédier, et c'est indispensable à des situations scandaleuses, mais qui ne changent rien aux règles du jeu. Ce n'est pas simplement donc de corriger qu'il s'agit, c'est de maîtriser. Et le gouvernement, c'est là où, par exemple, la notion de réforme s'est totalement dévaluée dans la période récente. Nous sommes en régime réformiste, à droite et à gauche, pour des raisons différentes. Mais que veut dire réforme? Ça veut dire cataplasme sur une jambe de bois. Ça veut dire réaction à une situation qui comporte des dimensions intolérables face auxquelles il faut réagir. Outre le fait qu'elle signifie souvent pour les gens empirement d'une situation qui était préférable, somme toute, avant. Donc, l'enthousiasme des foules, quand on prononce ce mot, n'est pas au rendez-vous, et elles ont assez raison. Mais indépendamment de ça, même en prenant une réforme assumable, elle n'est en fait qu'un correctif. C'était pas du tout ça l'idée de réforme
dans l'esprit des gens de la gauche socialiste qui l'ont promu sous divers noms à partir du XIXe siècle. C'était, au contraire, s'emparer des mécanismes de nos sociétés grâce à leur élucidation intellectuelle de manière à avoir une maîtrise de ce qui autrement échappe et qu'on peut corriger simplement à la marge. C'est ça le défi qui est devant nous. Parce que la question de la renaissance de la gauche, elle se résume, à mon sens, dans la question suivante. Avons-nous besoin, aspirons-nous vraiment à cette maîtrise raisonnée de l'histoire que nous faisons? Ou devons-nous à tout jamais nous résigner à la subir en essayant simplement d'en contenir les effets les plus désastreux ou les plus délétères? Je tends à penser, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, que nous ne pouvons pas nous passer, en réalité, de cette aspiration à un éclaircissement de notre situation par les moyens de la raison et à l'ambition d'une maîtrise d'un gouvernement qui donnerait tout son sens à l'idée d'autogouvernement, un gouvernement raisonné de nos sociétés. Car qu'est-ce qu'un autogouvernement, l'idéal démocratique, qui, par excellence, qui ne s'appuie pas sur une connaissance de ce qu'est le fonctionnement de la société? Il est ou utopique ou déphasé. Or, précisément, la vraie gauche, parce que tout le monde en est à se demander où est la vraie gauche, elle pense que son empreinte doit s'exprimer non pas dans les idées qu'elle professe et l'image estimable que chacun peut se faire de la conviction qu'il a une bonne identité de gauche, mais dans sa capacité à modifier la réalité. Mais pour modifier la réalité, il faut la comprendre. Et je crois que la renaissance de la gauche, c'est là-dessus que je conclurai, passe par la reprise à zéro, car nous n'avons à peu près rien. Oui, nous avons une foule de connaissances, bien entendu, d'expériences aussi, dont nous n'avons pas tiré la leçon. Pourquoi la gauche peut-elle jamais vraiment tirer la leçon de ce qu'a été l'expérience communiste au XXe siècle? Elle l'a fait en termes politiques. On ne veut pas de ce régime, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris cette forme? Comment ça a... Et comment ça a massivement dysfonctionné sur tous les plans? Parce que ce n'est pas simplement le moulin de l'Union soviétique, c'est une économie de faillite du premier jour, sauvée par des fuites en avant et des extorsions insoutenables. Où est le compte-rendu de cette expérience? Nulle part. Donc, je crois que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est l'effort intellectuel pour retrouver un récit explicatif de ce qu'a été l'histoire de nos régimes, une théorie de la société qui permette de donner un vrai contenu à l'espoir d'une maîtrise sous le signe de la justice et d'une vraie démocratie. Une démocratie, c'est un régime où on sait à peu près ce qu'on fait. Et de ce point de vue, le despotisme de l'atelier et l'anarchie du marché. Ça a été mis en forme 1000 fois, en particulier dans la social-démocratie allemande. Autrement dit, au contraire, le libéralisme capitaliste est incapable de gouverner. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Nous allons savoir ce que ça veut dire, d'une part, parce que nous avons contre le despotisme de l'atelier la capacité de mettre en place des acteurs qui savent qui ils sont parce qu'ils sont libres et qui ont l'idée de leurs droits. Et d'autre part, nous allons contre l'anarchie du marché créer une cohérence véritable de l'action collective, un gouvernement éclairé qui sait où il va. Et cette idée-là, c'est l'idée du XXe siècle. Alors elle va prendre toutes sortes de formes. La dernière en date, elle vous est familière, comme à moi, pour des raisons différentes, c'est l'idée de l'autogestion. C'est qui est en train de s'écrouler au moment où Foucault prononce sa phrase. Mais qui a eu un appel extraordinaire
du point de vue de la mobilisation subjective des acteurs, c'est l'idée de planification. Alors, qui a pris effectivement des formes tout à fait pathologiques dans sa version stalinienne autoritaire, mais qui était l'idée qui fédérait très largement le milieu des hauts fonctionnaires français dans les années 50 et 60. Jean Monnet, ce n'est pas un bolchevique que je sache, c'est le premier commissaire au plan en France, c'est ce qu'il va essayer d'implanter à l'échelle européenne, avec des succès variés. C'est l'idée, au contraire, qu'enfin, nous allons pouvoir accéder à un gouvernement des sociétés en connaissance de cause. Il y a eu une gouvernementalité de gauche qui était l'une des forces intellectuelles de la gauche, si vaguement qu'on s'y référait, parce qu'il y avait à la fois toutes sortes de versions et des rapports plus ou moins lointains à la pratique, mais c'était un horizon qui fonctionnait, et qui fonctionnait très bien. Donc notre question, c'est de nous demander pourquoi elle a disparu. Et si elle a irrémédiablement sombré, parce qu'au fond c'est un débat, il nous reste le choix entre diverses solutions, parce que quand même la vie ne se résume pas à cultiver son jardin à suicider, il y a des tas d'autres possibilités. Heureusement pour nous survivrons dans d'autres emplois. Je crois que c'est je dirais, moi, pour le dire bêtement, mais d'une manière parlante, la gauche a été naïve jusqu'à présent. Tout simplement. Et de quoi s'aperçoit-on? Quand on regarde, c'est un point très important que vous avez évoqué, qui est le but, la finalité. Qu'est-ce que nous poursuivons? Transformation totale de la société, d'accord. Mais pour faire quoi? C'est là où, en fait, la radicalité du propos dissimulait le vide de la pensée. Parce que c'était quoi cette transformation totale? Alors il y avait un mot magique, appropriation collective des moyens de production. Alors avec des nuances entre les partisans des nationalisations à 51%, ils pensaient qu'il fallait rien laisser de côté, etc. Mais en fait, la gauche a vécu sur une image extrêmement naïve de son but. Elle ne s'est jamais vraiment posé la question. Le comble de la naïveté étant le mot communisme, qui est une idée qui, par sa simplicité ravageuse, séduit totalement. Égalité parfaite par l'égalité collective dans la possession des fameux moyens de production. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est là où la phrase de Foucault reprend son sens. Il y avait une gouvernementalité de gauche, mais elle était candide. Et il faut aujourd'hui, c'est un autre travail, c'est une autre étape historique, parce que là nous sommes, je crois, à l'échelle de la grande histoire, celle qui ne se compte pas en alternance politique et en programme même à 10 ans. C'est dans le temps d'un cycle historique où la gauche a été battue sur le plan de la concrétisation de ses idées et de ses idéaux, auxquels elle a été incapable de donner un contenu véritablement opérationnel. Elle a en fait toujours fait autre chose que ce qu'elle disait qu'elle voulait faire. Bon, c'est une situation qui, dans la facture à la longue, finit par devenir très coûteuse. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins sur un point essentiel. La dernière illusion qui a été celle des gauches européennes. Après 1989 et l'écroulement dans la foulée du régime soviétique, la fin du communisme. L'idée, je me souviens très bien d'un acteur éminent à l'époque, sablant le champagne littéralement à gauche en se disant la voie est libre, c'est fini, nous n'avons plus cette espèce de surmoi communiste qui était sans arrêt une sorte à la fois un aiguillon mais surtout un empêchement par rapport à une politique vraiment réformiste. La voie est ouverte pour une vraie social-démocratie européenne qui va pouvoir s'installer dans la durée. Et ça s'est révélé totalement faux. Pourquoi? Pour la raison que vous avez dite. C'est qu'en fait, l'idée du but était la même
on ne se battait que sur les moyens d'atteindre ce but. Il faut relire d'ailleurs et les débats du congrès de Tours de ce point de vue, la bataille entre Blum et les communistes. Il faut relire les textes qui président à l'élaboration du Front populaire en 1936. En fait, on voit très bien dans tous ces textes, la communauté de pensée sur le but. Mais ce but était irréel et n'avait jamais été pensé pratiquement. Ce qu'en fait, la gauche ne s'est consacrée qu'à des moyens de prendre le pouvoir. Et c'était en fait un débat sur la voie électorale et la voie de la violence révolutionnaire. Ça, là, on a su faire, on l'a fait très bien, avec grand détail dans l'exécution, mais en fait, ce qu'on visait au travers de ce pouvoir, on ne savait pas réellement. On se contentait d'une image extrêmement grossière. D'où le fait que, face à un changement qui est à la fois un changement économique, un changement technique, un changement de valeur sociale, un changement sociologique, parce que tout le fait qu'il y a derrière ce phénomène de désamour d'égalité que vous avez très justement pointé, c'est ce qu'on peut appeler d'un mot dangereux, mais qui dit bien ce qu'il dit quand même, individualisme. C'est un changement social phénoménal par rapport à ce qui était le mode de fonctionnement de nos sociétés, qui se greffe immédiatement avec la technologie, parce que l'individualisme d'aujourd'hui, sans l'univers numérique, ce n'est pas l'individualisme tel que nous le connaissons, il les précède, mais en même temps, il y a un amplificateur formidable. Si vous ajoutez un nouveau capitalisme, et surtout un nouvel ordre mondial, mondialisation, un mot que nous n'avons pas prononcé jusqu'à présent, mais dont les incidences sont majeures, et qui n'a pas été pensé, là aussi, pour ce qu'elle est, tout ça a bouleversé un schéma qui avait un siècle d'existence et qui permettait de s'accommoder d'une image à la fois glorieuse et simple de l'avenir. Eh bien, nous sommes entrés dans l'âge de la complication et nous n'y échapperons pas. Donc, ou suicidons-nous, retournons à nos chères études, faisons tout ce que nous voulons, créons notre page Facebook pour célébrer notre identité de gauche, mais qui n'intéresse absolument pas soi-même, ou mettons-nous au travail. Quelque chose de base qui pour nous était acquise. Nous, en France, nous n'avons pas de social-démocratie pour la raison fondamentale que le suffrage universel a été établi avant la République, au sens d'un régime qui dure, et que du coup, le mouvement ouvrier s'est dirigé contre la République, au lieu de s'allier avec les partis bourgeois pour obtenir le suffrage universel et les libertés fondamentales. C'est très intéressant à considérer parce que le libéralisme est charnière dans cette affaire. Il est tantôt à droite, tantôt à gauche. En gros, ce qu'on appelle la droite, historiquement en Europe, c'est une alliance instable entre des libéraux et des conservateurs. Et ce qui est en train de se passer, et spécialement en France, mais un peu partout en Europe, sous des modes divers, au travers de ce qu'on appelle le populisme, c'est la fracture du camp de droite, on peut parler de la gauche, mais parlons quand même un mot de la droite, la fracture du camp de droite entre une aile libérale pour laquelle la notion d'ordre établi ne signifie à peu près plus rien, et un conservatisme populaire qui se réveille sur des thèmes de sécurité, l'immigration, d'autres, qui redonnent une vie complètement chaotique intellectuellement pour le moment, tel que ça se décantera peut-être pas. En fait, c'est une option conservatrice. La droite a un problème de division interne qui est en fait la seule force électorale de la gauche aujourd'hui. Heureusement que la droite a des problèmes, sinon nous serions. C'est ça qu'il faut considérer comme scénario de base pour comprendre ce genre d'indéfinition où on ne sait plus très bien situer qui est qui. Alors, évidemment, vous avez raison, mais je crois que ce que vous dites n'infirme rien, si je puis me permettre de me faire l'avocat de ce dont on parlait
En effet, il y a d'autres modèles de fonctionnement économique. Et il y a toujours d'ailleurs un débat constant dans la vie sociale, mais au niveau le plus humble, dans le choix entre concurrence et coopération. C'est un débat qui n'est pas un débat théorique d'économiste, le dilemme du prisonnier, etc. La théorie des jeux, c'est un dilemme quotidien. On a toujours le choix, d'une certaine façon, entre des solutions coopératives et des solutions concurrentielles. Mais le point auquel il faut répondre, c'est pourquoi la solution concurrentielle, les témoignages que vous donnez en son illustration, l'emportent spontanément dans l'esprit des gens comme préférence sur les comportements coopératifs. Et spécialement quand on monte en généralité collective, c'est-à-dire au niveau micro, les gens sont assez prêts à des solutions coopératives, à des comportements d'aide, etc. Et plus on monte dans la vie sociale, plus cette préférence pour la coopération recule au profit de solutions concurrentielles. Voilà le genre de choses qu'il faut comprendre. Et là, la théorie économique, elle est une théorie de l'optimum. Elle va expliquer que, du point de vue théorique, le comportement coopératif est préférable de toute une série de cas clairs à un comportement concurrentiel, mais qu'on n'invente pas pour autant les individus du point de vue de leur ressort personnel. C'est ça qui est notre problème.